Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch, paysannes et paysans suisses, pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique et le label Vaud Plus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui se penche sur les enjeux de l'agriculture du 21e siècle. Dans cette émission, nous allons parler de lutte biologique. Vous allez voir qu'il est possible de lutter contre les ravageurs de la vigne et des vergers grâce aux phéromones artificiels. Ce sera le sujet de notre dossier du mois. Dans notre rubrique de la fourchette à la fourche plein feu sur le pak choi, et puis on s'intéressera ensuite aux surfaces de terre dévolues à la biodiversité en Suisse, dans notre rubrique fact-checking, avant finalement de terminer avec notre rendez-vous agricole du mois direction Aubonne. Voilà donc pour le sommaire de notre émission. Il est temps maintenant d'aller rencontrer nos invités. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce plateau. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je commence directement par vous. Anna Perret, vous êtes consultante indépendante et députée verte au Grand Conseil vaudois. Merci d'être là. Aujourd'hui, avec vous, Claire Legrand, agronome et directrice de l'Union fruitière lémanique. Bonjour Claire. Bonjour. Et puis vous avez à vos côtés David Rojard, qui est directeur de ProConseil et ingénieur en viticulture. Merci de nous retrouver à nouveau. Bonjour Mélanie. Bonjour à tous, bienvenue. Donc on parle aujourd'hui de cette lutte biologique. Alors on ne le sait peut-être pas, mais la lutte biologique, ses prémices, ce sont déjà dans les années 80. Ça a commencé il y a bien longtemps, on peut dire ça, non ? Oui, tout à fait. La lutte biologique a débuté dans les années 80, surtout, on va dire, l'aspect confusion dont on va parler aujourd'hui. Confusion sexuelle, donc. Oui, le terme de lutte biologique, on peut en parler plus tard, revêt aussi d'autres aspects. Et ça a été développé par notre service de recherche agronomique, donc Agroscope Changin, donc vraiment développement vaudois, dans les années 70 et déployé directement sur les vergers. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, il y avait déjà une visée écologique? Est-ce que vous pensez que c'était le cas, Anna? Alors, on peut imaginer que oui. C'est vrai que j'ai aussi regardé, et on sait que le FIBOL a fêté ses 50 ans, donc je ne sais pas s'il y avait aussi un lien avec le FIBOL à l'époque dans les recherches sur ce sujet. J'imagine que oui, en fait, vu que c'est vrai que, on parlera tout à l'heure, mais un des avantages, c'est justement de pouvoir baisser ou en tout cas utiliser moins de pesticides grâce à cette méthode. Et ça, évidemment, c'est extrêmement important, vu qu'aujourd'hui, on en utilise trop, en fait. Ça, encore trop. J'ai un chiffre 2000 tonnes par année et qu'on utiliserait quand même en Suisse encore aujourd'hui, malgré cette recherche, ce qui est trop. Et puis on sait que ça pollue notre environnement, ça atterrit dans nos cours d'eau. Et puis régulièrement, on a des mesures écotoxicologiques qui montrent en fait des valeurs trop hautes, et donc on sait qu'on doit réduire ces pesticides. Alors on va voir justement dans cette émission les avantages et les désavantages de cette lutte biologique. David, je me tourne vers vous. On dit que la Suisse est un pays pionnier en la matière, en lutte biologique, et très développé sur ce sujet-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une réalité? Alors, je pense que, comme l'a dit ma collègue Claire Legrand, on a commencé il y a très très longtemps. Donc oui, en tout cas là, pour la confusion sexuelle en vigne et en arboriculture, c'était clairement les prémices qui se sont déroulées dans notre pays. Et plus on avance que sur nos voisins européens, par exemple, Claire ? À ma connaissance, le développement de la confusion sexuelle, ça s'est vraiment fait sur le site d'Agroscope Changin par l'équipe du professeur Charmillot. Et directement testé dans les vergers, donc dans les années 80. À titre de comparaison, cette technique-là, qui est maintenant reconnue, homologuée, utilisée dans le monde entier, on l'utilise en France depuis les années 2000. Donc on a vraiment été précurseur dans le développement de la recherche et
puis ensuite le déploiement au sein des exploitations. Alors justement, à la recherche, on sait que c'est quand même le nerf de la guerre dans ce domaine-là. La lutte biologique, c'est vrai que ça parle peut-être pas nécessairement à tout le monde. On ne sait pas nécessairement de quoi on parle quand on parle de ça. C'est ce qu'on vous propose dans ce premier sujet, d'aller voir l'importance du développement de la recherche dans le domaine de la lutte biologique qui permet de tromper les ravageurs en utilisant des phéromones artificiels. Alors, explication avec Estelle Pouvreau, qui est conseillère viticole chez Proconseil. Regardez. Historiquement, à la vigne, on lutte contre un type de ravageur, des petits papillons qui s'appellent les vers de la grappe, qui sont là depuis des années. Et le problème avec ces papillons, c'est qu'à un certain moment de leur cycle, ils vont pondre leurs œufs sur des baies de raisin en formation et les chenilles qui en sortent vont perforer le grain pour se nourrir de l'intérieur de la baie. Et le fait de cette perforation et des jus qui s'en écoulent favorise l'installation d'un champignon, d'une pourriture. Et finalement, dans certaines conditions, ça peut se développer, faire des foyers de pourriture qui vont endommager la qualité et la quantité de la récolte. Historiquement, on luttait contre ces ravageurs avec des traitements insecticides, mais ces traitements insecticides avaient le désavantage de ne pas être spécifiques et donc pouvaient atteindre d'autres insectes présents dans la vigne qui étaient plutôt utiles. Donc dans les années 1980, d'ailleurs, des chercheurs d'Agroscope ont développé une méthode alternative qu'on appelle la confusion sexuelle. C'est-à-dire qu'on ne traite plus directement avec un insecticide, mais on va utiliser les mêmes langages que les insectes. C'est-à-dire qu'on va copier des phéromones de communication. C'est des petites molécules que ces lépidoptères, ces papillons, utilisent pour communiquer entre les mâles et les femelles. Et on va en diffuser beaucoup dans l'environnement pour que les papillons n'arrivent plus à se retrouver facilement. Donc il n'y aura pas de reproduction, les pontes n'auront pas lieu, donc les chenilles, etc. Et donc on va préserver cette récolte. Il existe plusieurs dispositifs pour la diffusion de ces phéromones. Il y a une première catégorie de diffuseurs, de petits diffuseurs, donc soit des capsules, soit des spaghettis, des fils, qu'on pose à hauteur de 500 appareils par hectare. Donc c'est des chantiers qui sont assez longs et contraignants. Mais depuis 5 ans maintenant, on a une nouvelle technologie avec des puffers. C'est un peu des sprays qui diffusent les phéromones de façon ponctuelle au niveau des pics de vol de l'insecte, donc soit dans l'année et puis à la fois dans la journée parce qu'on sait qu'il y a une activité plus importante en fin de journée. Donc aujourd'hui, la méthode a vraiment fait ses preuves et au niveau suisse, elle couvre presque 80% du vignoble. Après, elle ne peut pas être appliquée partout, il y a certaines contraintes de surface. L'objectif de la méthode, c'est vraiment pas d'exterminer ces papillons, mais plus de réduire les populations sous un seuil de nuisibilité. Elle est aussi employée à l'arboriculture. Le souci, c'est qu'en fait, ce n'est pas les seuls ravageurs contre lesquels il faut lutter, et il y a d'autres types de ravageurs qui ne communiquent pas par des phéromones, mais par exemple, des modes vibratoires. Et aujourd'hui, la recherche, elle est vraiment en train de travailler sur trouver d'autres méthodes de lutte de confusion sexuelle pour ces insectes qui communiquent par vibration. On l'a bien compris, hein, dans ce sujet, la recherche, c'est vraiment le nerf de la guerre. On travaille sur plusieurs aspects, le type de ravageurs, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux. On voit un certain type de ravageurs, ces petits papillons. Est-ce qu'on sait, plus ou moins, hein, David, combien de ravageurs différents est-ce qu'il existe par type de culture ? Non, alors je pense qu'on ne peut pas dire qu'on connaisse vraiment ce chiffre. Il varie, comme vous venez de le dire, d'une culture à une autre, d'une espèce, d'une variété à une autre. Il évolue aussi, donc il peut évoluer sur l'année elle-même en fonction des conditions climatiques où certaines espèces vont proliférer ou pas. Et puis il évolue aussi puisqu'on a des ravageurs émergents. Alors, est-ce que ça, c'est lié justement au changement climatique, ces ravageurs émergents? Ça veut dire qu'il y a des ravageurs qui n'existaient pas avant, qui ont été importés, si je puis dire, en Suisse? Oui, c'est ça. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'ils sont généralement déplacés par tous les transports qui sont effectués à travers des continents aujourd'hui, ce qui n'était pas beaucoup plus compliqué il y a bien plus longtemps. Et puis, peut-être la différence aussi, c'est que l'évolution du climat fait qu'ils trouvent des conditions d'adaptation chez nous qui peut-être n'étaient pas réalistes il y a 20 ou 30 ans en arrière. Claire, est-ce qu'on peut dire aussi justement qu'ils sont plus résistants, ces nouveaux ravageurs? Ouais,
avant de parler des nouveaux ravageurs, je voulais compléter ce qu'a dit David. Moi, je rajouterais un troisième cas aussi. Ce qu'on constate, en tout cas en arbo, c'est qu'avec on va dire la sélectivité des matières actives qui sont employées, on a aussi des ravageurs qui étaient déjà présents, qui se trouve qui ne causaient pas de problème par les pratiques qu'on avait avant. Puis avec l'évolution des pratiques phytosanitaires, on a des émergences, en fait, des ravageurs qu'on considérait comme secondaires qui deviennent de plus en plus problématiques. Et qui deviennent donc primaires. Oui, exactement. Donc, on en revient à cette question. Est-ce qu'ils sont plus résistants qu'avant ou est-ce que c'est parce que c'est d'autres variétés de ravageurs ? Je pense que nos moyens de lutter, en fait, ils sont de plus en plus sélectifs et du coup, l'équilibre qu'il y a dans les vergers change et c'est ce qui fait que, voilà, selon les saisons, selon aussi les arrivées de ravageurs, enfin voilà, ça varie en fait, ça varie beaucoup. Alors, on l'a vu aussi dans le sujet, à peu près 80% du vignoble, en tout cas dans le reportage, est traité grâce à ces méthodes de lutte biologique. Néanmoins, on ne peut pas installer ces méthodes-là partout. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les 20% restants, dans les vergers où cette méthode n'est pas accessible ou ne fonctionnerait pas? Qu'est-ce qui se passe? En arboriculture, on ne peut pas utiliser la confusion dans les vergers qui sont trop petits ou trop diffus. Et il y a d'autres luttes biologiques qui existent. Juste la définition de lutte biologique, c'est lutter contre des insectes avec d'autres organismes vivants. Et donc, parmi toutes les luttes biologiques, la confusion, ça en est une, mais on a aussi d'autres méthodes, par tout ce qui est prédation naturelle, favoriser la présence de... l'exemple qui est très connu, c'est les larves de coccinelle ou les larves de cirfe pour lutter contre les pucerons. Et en fait, c'est en favorisant toutes ces différentes techniques de lutte biologique, on diminue la pression des ravageurs. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, dans ce cas-là, on complète cette lutte biologique par des interventions. Par des insecticides phytosanitaires, ouais, des insecticides ciblés. Voilà, Anna, rapidement, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'il y a des incitations en termes de politique pour aller plutôt dans le sens de la lutte biologique que l'inverse? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est extrêmement important de soutenir cette recherche. Et puis, en tout cas, dans le canton de Vaud, il y a un soutien certain, en fait, qui va dans ce sens-là. Et puis, une chose que je voulais mentionner, en tout cas, moi, j'étais extrêmement ravie début de l'année passée de la signature de la convention aussi avec Bio Vaud, qui, grâce à cet argent, peut maintenant aussi soutenir la recherche, notamment dans la lutte biologique avec ses partenaires. Et ça, c'est évidemment un très bon signal. Un bon point, exactement. Ouais. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir sur le terrain comment ça se passe avec les agriculteurs, ceux qui traitent tous les jours, justement, leurs vignes, leurs vergers. On va partir chez une viticultrice qui exerce entre Écublanc et Morges et auprès d'un agriculteur et arboriculteur de Échichamps. On se trouve ici au domaine Henri Cruchon, domaine viticole familial en biodynamie. On est la 3e génération à vinifier 17 cépages et environ 33 hectares d'écus blancs à Vaux-sur-Morges. Avant d'utiliser la confusion sexuelle, on traitait contre les insectes en utilisant un insecticide. Et puis on a vu au fil du temps une diminution de la biodiversité, une diminution des typhlodromes, qui était un ravageur contre des acariens. Et du coup, on devait traiter aussi contre ces acariens, donc ça nous faisait double traitement. Et dans les années 90, quand cette méthode de lutte a été mise en place, on a été approché par des centres de recherche. On est un domaine où on a toujours été très ouvert à ces essais, que ça marche ou que ça ne marche pas, il faut toujours de toute façon essayer. Et puis nous, grâce à cette méthode de lutte, on a vu vraiment un changement et puis on a pu arrêter de traiter grâce à ça. Nous sommes sur le domaine de Laurence et Philippe Jobin, à Échichamps. Nous élevons des pommes, on a des pruniers aussi, nous avons des graines de culture, puis on a toute une filière de transformation de produits, jus de pommes, on a des cidres et on a des huiles.
Alors on a plusieurs ravageurs qui sont plus ou moins sympathiques. On en a un en particulier pour lequel on lutte avec des phéromones sexuels en particulier et un virus de la granulose, c'est le Carpocaps. Les dégâts qu'il produit, la larve pénètre en fait dans la pomme. Et ensuite, il ressort de la pomme et puis la pomme, elle est immangeable, elle pourrit. Et puis on a beaucoup de pertes à cause de cet insecte. Alors chez nous, on utilise deux méthodes, la méthode des spaghettis ou celle du puffer. Pour la méthode de puffer, en fait là c'est un boîtier avec un spray à l'intérieur qui diffuse seulement pendant le vol de l'insecte, c'est-à-dire au début de la soirée et pendant la nuit. Et puis ça, ce boîtier, il reste là toute l'année. Par contre, quand il est vide, il y a une entreprise qui vient changer le petit spray. Ça, c'est du coup externalisé, c'est pas nous qui le faisons, donc nous, on n'a pas besoin de s'en soucier durant toute l'année. Et puis, du coup, vu que c'est pas nous qui le faisons, c'est une méthode un tout petit peu plus chère. Celles des spaghettis, on les met en avril, avant le premier vol. Et puis, on les met tout autour de la parcelle et à l'intérieur de la parcelle, on les enroule en fait au niveau des ceps. Et puis voilà, ça c'est mis en place. C'est relativement facile et rapide. Et puis c'est aussi agréable parce qu'on observe la vigne à cette période de l'année. Et puis le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'on doit les enlever à la fin de la saison et ça prend un peu plus de temps que de les mettre en place. Ça fait quelques décennies qu'on travaille sur la lutte par confusion sexuelle. Donc on pose des spaghettis qui sont relativement efficaces pour éviter les accouplements entre les mâles et les femelles. Par contre, ce n'est pas suffisant parce qu'on doit apporter un support qui s'appelle le Madex 4. C'est un produit, c'est un virus de la granulose. Il est assez intéressant parce que lui, alors, il agit sur les larves naturellement, puis il ne touche aucun auxiliaire que nous avons dans les vergers, y compris les abeilles. Donc c'est vraiment un produit qui est ciblé, qui est naturel, et puis qu'on utilise en support. La station cantonale arboricole nous donne le feu vert. Ils font des comptages précis du nombre de papillons et de la pression qu'on a dans les vergers. Et puis ensuite, on va poser la confusion sexuelle. Et puis après, par la suite, ils font aussi des contrôles et des comptages des larves. Et c'est là qu'on vient avec le virus de la granulose pour pouvoir traiter au bon moment. Le but et l'idée, c'est de traiter le moins possible et de ménager le plus possible Dame Nature. Ces moyens de lutte qu'on a pour lutter contre le Carpocaps, c'est pas du 100%. On a quand même une partie où il y a des dégâts, il n'y a pas que le Carpocaps, il y a aussi les oiseaux, mais on a, nous, opté et choisi pour une filière après de pouvoir transformer ces pommes, ou en tout cas ces produits qui sont touchés, en produits qui sont tout à fait comestibles et très très bons pour la santé à consommer. Finalement, peu importe en fait la méthode qu'on utilise, que ce soit les spaghettis ou les puffers, ce qui est chouette, c'est que en fait, c'est des décisions qui vont être prises pas seulement par nous, mais en fait avec nos voisins viticulteurs, nos collègues. Vu que souvent les parcelles elles sont appendues les unes aux autres, c'est un choix qui se fait en collaboration et du coup c'est une richesse énorme de pouvoir vraiment être en bonne collaboration avec nos collègues. Et puis c'est incontestable, on n'a plus besoin de traiter. Donc ça c'est vraiment le gros avantage. Préservation de la nature, travail collaboratif sont parmi les avantages de cette méthode de la lutte biologique. On imagine malgré tout, Claire, qu'il y a quand même certaines limites. Si on parle en termes de difficultés techniques, de climat, de diversité des espèces ou encore d'efficacité des mesures, quelles sont les mesures de cette lutte, pardon, pas les mesures, les limites de cette lutte biologique? Alors, il y a plusieurs limites à ce système. Donc, Philippe Jobin l'a expliqué dans le reportage. En fait, la confusion sexuelle, elle est efficace pour une faible pression de ravageurs, c'est-à-dire une faible quantité de Carpocaps dans la parcelle. Dès que cette quantité, si les conditions météo sont favorables au développement de cet insecte, on va compléter par l'utilisation de virus qu'il expliquait tout à l'heure. Et donc ces deux méthodes-là, en fait, cette combinaison de lutte biologique, la confusion plus autre chose, font que ça devient suffisamment efficace dans les vergers en pression moyenne pour lutter contre le Carpocaps. Mais là, il s'agit d'un
insecte, en fait. D'accord. Voilà, donc je pense que dans les vergers de pommiers, on peut compter une dizaine d'insectes ravageurs selon chaque situation différente, mais selon les zones qui peuvent s'attaquer aux pommiers. Donc certains peuvent être gérés par cette technique-là de confusion, mais d'autres pas. La technique n'existe pas. On l'avait vu notamment dans le premier sujet, il y a aussi tous les ravageurs qui communiquent par le son, et là, cette technique, celle qu'on vient de voir, ne fonctionne pas. Ouais. Où est-ce qu'elle en est la recherche, David, par rapport à ces autres insectes? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'il y a des possibilités qui se mettent en place? Alors, je pense qu'elle en est un peu à ses balbutiements, mais elle existe. Il y a des essais qui se font notamment sur l'Italie, mais c'est des techniques où on essaye de reproduire la fréquence pour brouiller en fait les rencontres entre les insectes. À la place de phéromones, c'est la fréquence qui va être mise en place, et c'est ça, c'est la difficulté en fait de mise en œuvre sur le terrain. Et puis on imagine qu'évidemment il y a une question de coût, hein, c'est toujours un peu le nerf de la guerre, ça doit coûter cher ces recherches. Alors moi je ne connais pas le coût de la recherche, mais si on parle de la mise en place de la confusion sexuelle dans la vigne par rapport à un insecticide, c'est un prix qui est un peu plus élevé, mais en regard d'une année viticole, ça reste quelque chose de supportable. Et puis c'est surtout, on n'a plus d'insecticides, et puis on n'a plus besoin de cibler le moment où on doit intervenir. On sait que notre saison, elle va être couverte par ça, donc c'est aussi un souci de moins. Anna, comment vous réagissez justement à ce point des coûts qui est quand même central, hein, on ne va pas se le cacher, parce que si la lutte biologique fonctionne, mais que ça coûte plus cher, alors pas beaucoup plus cher visiblement, mais qu'il y a quand même des coûts qui sont supérieurs, ça pourrait être un frein. Ça pourrait être un frein. Après, moi j'ai envie de dire qu'il ne faut évidemment pas oublier les externalités négatives des pesticides, parce qu'on en a parlé, c'est vrai que les pesticides ont un impact sur la faune et sur la flore, la biodiversité, sur l'eau potable, et puis sur la santé, sur notre santé. Des populations. Et donc évidemment, si on prend ça en considération, peut-être qu'on peut parler 2 minutes de cet aspect de santé qui est quand même extrêmement important. Et puis c'est vrai que j'ai lu récemment un article dans la revue médicale suisse qui a fait un excellent article par ça qui s'appelle c'est les pesticides et santé humaine, donc parfaitement sur notre sujet, et puis qui montre vraiment très clairement le lien entre l'exposition aux pesticides et certaines maladies, et qui montre justement que les agriculteurs sont évidemment en première ligne parce qu'ils manipulent les produits. Et puis ils sont atteints par voie cutanée et respiratoire, mais après la population rurale et la population générale est affectée, elle, par l'alimentation, par les résidus qui se trouvent sur les donc finalement, ce que vous dites, c'est que si les coûts sont peut-être un peu plus conséquents pour la lutte biologique, ils en valent la peine sur le long terme. Sur le long terme, et puis si on prend tout en considération, les coûts de la santé, etc., c'est probablement plus cher au final. On est d'accord. Voilà. Alors maintenant, il est temps d'abandonner quelques instants nos ravageurs parce qu'on va enchaîner et se tourner vers un légume dont le nom invite au voyage et dont la seule évocation nous transporte en Asie. Et pourtant, c'est bien en Suisse qu'il est cultivé plein feu sur le pak choi. Le pak choi en cuisine, ça peut être utilisé en jeune pousse. Ça peut remplacer les côtes de bête ou dans des plats plus élaborés comme en cuisine asiatique. Ça a un goût frais et croustillant. C'est riche en vitamine C, en vitamine A, E et K. Et ça a un petit goût soufré, un peu comme dans la famille des choux. Ici, au domaine des Communailles, on travaille une micro-ferme avec une association à but non lucratif qu'on appelle les légumes sociaux. Le but pour nous, c'est de faire du lien entre les gens. On accueille des gens en réinsertion ou alors des gens qui font des travaux d'intérêt généraux. On travaille 30 à 40 légumes différents, dont le pak choi. Donc voici nos plantons de pak choi. Ils ont été cultivés en mode pressé, c'est des plateaux de 150 pièces et ils sont cultivés en Suisse, dans la région genevoise. Ils ont entre 3 à 4 semaines de culture et voici la feuille caractéristique des crucifères en forme de cœur. Le pak choi, c'est un légume feuille de la famille des brassicacées crucifères. Les crucifères, on les reconnaît facilement parce qu'elles ont leurs fleurs
en forme de croix avec 4 pétales. C'est la même plante que le chou chinois, sauf que le chou chinois, lui, il fait une pomme et le pak choi, il fait une rosette. Donc ici, on a une planche où on vient de finir de ramasser les radis. On va passer le cultirato qui va nous repréparer une planche avec de la terre fine sur le dessus pour pouvoir planter aisément. Et après, on va passer une deuxième machine, la plastifieuse, où on va dérouler un plastique biodégradable à base d'amidon de maïs. Ça nous servira à économiser l'eau d'arrosage pour éviter la transpiration du sol et éviter les adventices. Donc les plates-bandes ont bien été préparées au cultirato, la terre est bien meuble, on a déroulé un plastique biodégradable avec une dizaine de trous au mètre carré. On va y déposer les mottes qu'on va bien rappuyer pour qu'elles y aient un bon contact avec la terre. Notre terrain est très riche en matière organique pour nourrir les vers de terre. Les pak choi vont rester à peu près entre 30 à 60 jours dans le sol parce qu'on a besoin d'avoir une bonne place pour développer la rosette. Le domaine des communailles, on l'a repris en 2022. On a été tout de suite certifié bio. On cultive toutes nos cultures en pleine terre, une partie à l'extérieur, une partie sous abri. Et la serre où les pak choi sont cultivés, on l'a reprise au mois de décembre 2023. Elle est en reconversion. Donc là, on est dans une culture de pak choi qui a à peu près 1 mois. C'est une culture qui demande très peu d'entretien. On contrôle s'il n'y a pas des insectes sous les feuilles comme des pucerons ou des choses comme ça. Donc on voit que notre plastique biodégradable, il fait bien le barrage contre les adventices. Il n'y a pas de mauvaises herbes sur la plate-bande. On lutte dans la serre au moyen d'auxiliaires, comme dans les tubes qui sont pendus avec des pucerons parasités par une micro-guêpe, ou alors avec des phéromones qu'on met sur le tour de la serre. Alors pour la récolte du pak choi, on n'a pas de stade de maturité. Nous, on les vend à la pièce, alors nos clients ils s'attendent d'avoir des jolies pièces. Pour la grande distribution, le minimum c'est 150 grammes. Nous, on les récolte plutôt à 300 à 500 grammes. On les coupe propres à la base. On contrôle qu'il n'y ait pas de défaut sur le dessous, que la coupe soit bien faite. On les reprend un petit peu et après on les met propres dans la caisse alignée. On en met 6 ou 8 dans une caisse en fonction de leur taille. On les rince pour qu'ils gardent leur fraîcheur. On les laisse baigner un moment dans l'eau. Ça permet qu'au moment où on les met en frigo, ils perdent moins d'humidité vu qu'ils en ont déjà repris dans l'eau. Et après, on les met au frigo pendant un jour en attendant le marché. Le pak choi, un légume dont on ne connaît peut-être pas nécessairement le nom et pourtant je suis sûre qu'on a tous déjà croqué dans un pak choi. Anna, je sais même que vous le cuisinez, vous le cultivez vous-même, c'est juste, non? C'est correct. Il est dans mon jardin et je confirme, c'est très facile à faire pousser. Et puis, oui, et puis à cuisiner, c'est vrai qu'on m'a conseillé, j'ai de la famille aussi en Asie, et puis ainsi, elle m'a un petit peu guidée dans la préparation de ce légume. Et puis, elle m'a conseillé de le faire braiser, en fait, à la poêle, avec un peu d'huile, et puis, voilà. Et ensuite, de le manger avec un peu de sauce soja. Ouais, ça donne l'eau à la bouche. Non, c'est très bon, c'est croquant, très bon. Voilà. Alors, d'où ma question, est-ce que c'est un légume qui est traditionnel des cultures suisses? Est-ce que ça fait longtemps que ce légume est dans les champs et cultivé en Suisse? Claire?
Alors, le pak choi, ça fait partie de la famille des choux et je pense qu'il est présent en Suisse depuis plus d'une dizaine d'années. Mais c'est vrai qu'on en entend parler, c'est un peu un phénomène de mode. Hein, alors, qu'est-ce qu'on entend par phénomène de mode? Ça veut dire quoi? C'est parce que maintenant tout le monde veut manger des ramen, ces soupes asiatiques dans lesquelles il y a justement du pak choi. C'est pour ça que tout le monde se met à le cultiver? Je pense que c'est un des éléments, c'est le développement d'une restauration typée asiatique qui fait qu'il a été mis au devant de la scène. Parmi une centaine d'autres variétés de choux, c'est celui-là qui est mis en avant dans ce cas-là. Pourtant, il faut aussi les conditions qui permettent de pouvoir cultiver ce légume en terre suisse. Donc ça veut dire qu'ici, on a ce qu'il faut, si je comprends bien. Ce qu'on voit dans le reportage quand même, c'est que c'est produit sous serre là pour avoir aussi une facilité de production. Je pense que c'est une culture comme tous les choux qui est assez sensible aux ravageurs. Mais du coup, a priori, on peut aussi le faire pousser au jardin. Ça pousse au jardin, en plein air, et même ça se ressème très facilement, ce qui fait qu'il n'y a même pas besoin de... Enfin voilà, ça pousse un peu tout seul, en tout cas chez moi. Donc il n'y a pas besoin de traiter trop. Hein. Ah non, moi je traite rien du tout, donc ça marche aussi. Mais est-ce que cet effet de mode sur certains légumes, c'est pas une problématique quand même? Parce que ça voudrait dire qu'on va essayer de faire pousser tel ou tel fruit ou tel légume parce que c'est la mode. Moi, je pense que les légumes, c'est des cultures qui sont annuelles, pour la plupart des légumes, donc c'est un peu plus facile. Puis je pense aussi intéressant pour les producteurs d'arriver à répondre à cette demande qui augmente. C'est vrai que pour les fruits, on n'a pas vraiment la même réactivité. Un verger en place pour 15 ans. Ah oui. Donc là, c'est plus difficile. Voilà, moins facilement s'adapter à des phénomènes de mode qui changent. Est-ce qu'il y a aussi, un peu comme en bourse, un cours des fruits ou des légumes qui peut varier et du coup le cours du pak choi a explosé ces dernières années, on peut dire ça? Je ne suis pas sûr que ce soit aussi réactif que ça. Je ne pense pas que le cours du pak choi soit totalement lié à ça, mais je pense que la rentabilité ou l'intéressement pour le producteur, elle est plutôt liée à la quantité qu'il va pouvoir en produire et puis d'arriver au bon moment sur un marché où les gens sont... Il y a de la demande. Et puis on voyait aussi dans le reportage que finalement il y avait assez peu d'entretien nécessaire. C'était un légume qui ne demandait pas trop d'entretien. Ça joue aussi, on imagine, dans le choix d'une culture. Alors assurément. Par contre, ça demande encore pas mal de main-d'œuvre pour la récolte. On est bien d'accord. Donc, on va continuer à manger du pak choi. Hein. Moi, je suis contente. Je viendrai le goûter chez vous. On ira voir comment se passent les cultures dans votre jardin. Alors maintenant, on enchaîne et je vous pose une question. Quel est le pourcentage en Suisse de terres consacrées à la biodiversité? Rassurez-vous, ce n'est pas vous qui allez répondre. Autre question, y a-t-il des terres laissées à l'abandon? Ce sont les questions centrales de notre rubrique Fact-Checking. Réponse en images. Le 23 mars dernier, une cinquantaine de jeunes ont occupé illégalement des terres agricoles à Boudry, dans le canton de Neuchâtel. Le collectif dénonçait ne pas pouvoir exploiter des terres laissées à l'abandon. Une action soutenue par le mouvement Climate Strike qui déplore notamment une désertification des campagnes. Dans les colonnes du Matin Dimanche, on apprend pourtant que ces terres soi-disant abandonnées sont en fait des surfaces de promotion de la biodiversité. Le domaine en question s'étend sur 18 hectares qui sont confiés en prêt à usage à 3 agriculteurs voisins. Cet exemple montre combien il est bon de rappeler qu'aucune terre n'est abandonnée ou en phase de désertification. Il existe bien des terres qui ne sont pas cultivées, mais pour une bonne raison. Ce sont des surfaces entretenues pour favoriser la biodiversité. Actuellement, les exploitations agricoles doivent consacrer au moins 7% de leurs terres aux surfaces dites de promotion de la biodiversité pour avoir droit au paiement direct. Dans les faits, l'objectif est plus qu'atteint puisque 19% des terres agricoles en Suisse répondent à cette exigence. Voilà, là, on a vu dans le sujet ici qu'on a une association écologique qui a envahi ces zones qui sont en fait des prairies qui sont dévolues à la biodiversité. Ça, c'est peut-être un problème de communication. Où se situe le problème ici, selon vous ? Alors effectivement, il doit y avoir un problème de communication. Ça me paraît assez étonnant, mais visiblement, il y a eu ce problème-là. Et moi, je suis très active justement dans mon activité d'indépendante
pour entrer en dialogue avec... bon, là, c'était quand même non, c'était pas des agriculteurs. Non, c'était des jeunes d'une association écologique. Voilà. Et ben, c'est très important, effectivement, d'entrer en dialogue avec la population pour expliquer les choses. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est un travail du quotidien et qu'on doit absolument continuer à faire. Claire, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une problématique aujourd'hui que les gens n'ont peut-être pas très bien compris, qu'une prairie qui est dévolue à la biodiversité n'est pas une prairie abandonnée, elle joue un rôle. Oui, alors je pense qu'elle joue un rôle majeur en termes de biodiversité, que ce soit au niveau des végétaux et des animaux, enfin des insectes qu'on peut y retrouver. Et c'est clair que ce travail de communication, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment un travail du quotidien. Et ce lien, il n'est pas forcément fait, j'imagine, entre agriculture et citoyens, en fait. On a encore, en fait, ce devoir de continuer à communiquer sur nos pratiques. Puis la biodiversité, on a entendu ce chiffre de 19%. Exactement, oui, 20% environ des surfaces agricoles sont dévolues à la biodiversité en Suisse. Ouais. Et c'est une nécessité pour obtenir notamment aussi pour les agriculteurs les paiements directs. Ouais. Donc c'est important. Mais est-ce que le grand public connaît ce sujet-là? Est-ce que ça lui parle? Moi, j'en suis pas certaine. Oui, alors peut-être juste sur les chiffres, c'est 7% qui est nécessaire pour les paiements directs. Là, on est à 19%. Ouais. Donc, on est bien au-delà du prérequis minimum. Supplémentaire. Mm-hmm. Et puis sur les types, non, je pense qu'une jachère florale va parler à pas mal de gens. Maintenant, une prairie extensive, c'est peut-être quelque chose qui est une approche. Pour le commun des mortels, c'est un champ d'herbe, puis ça reste peut-être quelque chose d'assez basique. Mais non, il y a des dates de fauche pour permettre à la faune de s'y développer. Et donc un rôle qui est vraiment précis, ça a un but, hein. C'est pas juste pour laisser la terre respirer, qui est aussi un des rôles en l'occurrence. Ça a un but et c'est aussi une exigence de la part de nos politiques qui est largement remplie par l'agriculture. Et je pense que le volet communication, il nous appartient à nous, la profession, et il appartient peut-être aussi à la politique d'expliquer aussi ce qui est fait par les producteurs. Donc il y a quand même encore du travail à faire. Oui. Il y a du travail à faire, surtout qu'on connaît évidemment l'importance de ces surfaces de compensation écologique pour la biodiversité qui est en déclin, qui est dans une situation tout à fait insatisfaisante. Donc c'est absolument nécessaire de continuer à communiquer et puis évidemment de maintenir, voire d'augmenter ces surfaces pour l'environnement et pour la santé, comme on en parlait avant. Alors, on va conclure là-dessus parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission. Merci, chers invités, d'être venus partager vos points de vue et vos visions sur le sujet de la lutte biologique. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Le mois prochain, nous parlerons de l'utilisation des drones pour sauver les fans des machines agricoles lors des périodes de fauche. Donc ça, c'est un sujet aussi hautement émotionnel. Mais avant de se quitter, on vous propose encore un dernier sujet sur la journée des grandes cultures bio à Aubonne à la fin du mois de juin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Les 26 et 27 juin prochains, participez aux Journées des grandes cultures bio à Aubonne. Cette manifestation, organisée par l'Institut de recherche de l'agriculture biologique et bio-suisse, s'adresse à la fois aux productrices et producteurs, bio ou non bio, ainsi qu'au grand public. Des postes thématiques présenteront entre 15 et 20 cultures différentes ou encore des associations de culture. L'occasion sera également offerte de se familiariser avec la viticulture, l'arboriculture, l'agroforesterie et le maraîchage. Le public pourra découvrir les techniques de demain, assister à des démonstrations de machines et visiter des champs sur le domaine de la famille Streit, hôte de l'édition 2024. Les Journées des grandes cultures bio à Aubonne, les 26 et 27 juin prochains. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch, paysannes et paysans suisses, pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique et le label Vaud Plus certifié d'ici.
qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable.